Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs de cette conférence et tout particulièrement Jean-Jacques Hublin pour son invitation à venir vous parler d'Australopithecus. Et aujourd'hui, pour cet exposé, j'ai choisi de vous parler plus spécifiquement de la diversité taxinomique. Donc Bernard en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre d'espèces qui sont attribuées au genre Australopithecus. Et ici, je vais utiliser l'exemple de l'Afrique australe pour des raisons que je vais vous détailler un peu plus tard dans l'exposé. Cette problématique de la diversité, ou même biodiversité au temps de Lucie, elle est en fait reliée à une question beaucoup plus large en paléanthropologie, qui est la question des origines humaines. Donc si on résume, c'est-à-dire d'où venons-nous, nous tous, en tant qu'Homo sapiens. Et en réalité, cette question, elle est encore loin d'être résolue, puisqu'on a encore de nombreuses interrogations sur les origines humaines. Et pour résumer un peu cette situation, j'aime beaucoup utiliser cette figure, à laquelle a contribué l'un des intervenants de cette conférence, donc Bernard Wood, parce que je trouve qu'elle illustre bien les liens de parenté qui existent, comme on les comprend en tout cas aujourd'hui, entre les différents genres d'hominines. Donc par hominines, ici, ce que j'entends, c'est les spécimens, les fossiles qui sont plus proches de nous que de n'importe quel autre groupe de primates actuels. Et dans cet arbre, vous voyez différentes couleurs qui correspondent à différents genres. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais en bleu, vous pouvez voir le genre Homo, donc ce que j'appelle ici le genre humain. Et d'autres groupes, comme par exemple en rouge, le groupe des Paranthropus, qui est aujourd'hui éteint, mais qui a vécu en même temps que les premiers représentants du genre Homo. Et en jaune, le groupe qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est Australopithecus. Et ce que j'apprécie tout particulièrement dans cette figure, c'est qu'il n'y a pas, comme vous pouvez le voir, d'embranchement direct entre eux qui relierait le genre Homo à un autre genre d'hominine plus ancien et donc qui serait ancestral. Et pour l'instant, en fait, cette situation, ce qu'elle nous indique, c'est qu'on ne connaît pas l'identité exacte de l'ancêtre direct du genre Homo. Pour l'instant, tout ce que l'on sait, c'est que le fossile le plus ancien qui est attribué au genre Homo, c'est l'hémimandibule que vous pouvez voir à l'écran, qui a été trouvée en Afrique de l'Est et qui est datée à 2,8 millions d'années. Et quand on la replace dans l'arbre des hominines, vous voyez qu'elle tombe dans une période qui est à la fois très riche et très pauvre, dans le sens où elle est très riche, parce qu'elle est très importante finalement, c'est là où on s'attend à trouver les premiers humains, donc nos origines. Mais en même temps, on a assez peu de données et on comprend assez mal cette période qu'on indique souvent, qu'on qualifie souvent de transition, en fait, Pléistocène. Et c'est pourquoi Australopithecus a une importance toute particulière, parce que en fait, l'hypothèse actuelle la plus plausible, c'est celle d'une origine, en tout cas d'un ancêtre direct du genre Homo qui se trouverait au sein du genre Australopithecus. Mais il y a plein d'espèces, comme on va le voir, et on ne sait pas laquelle a donné naissance en fait au genre Homo. C'est pourquoi quand on s'intéresse à Australopithecus, on s'intéresse aussi aux origines humaines. Donc où est-ce qu'on peut trouver Australopithecus, en tout cas des restes attribués à ce genre? Donc on les retrouve en Afrique, d'abord en Afrique de l'Est où il y a une très forte densité de ces restes. On retrouve notamment deux espèces qui sont très bien connues, Australopithecus afarensis, à laquelle appartient Lucie, également une espèce plus ancienne qui est Australopithecus anamensis. On a également deux autres espèces, Australopithecus deremeda et Gary, qui sont un peu moins bien connues que afarensis et anamensis. Et également, donc au-delà d'Afrique de l'Est, on a aussi en Afrique centrale, au Tchad, Australopithecus barel-ghazali, comme en a parlé tout à l'heure Michel Brunet. Et en Afrique australe, on a aussi beaucoup de restes attribués à Australopithecus qui sont très bien conservés, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec Laurent, avec l'exemple de Littlefoot. Et on a potentiellement 3 espèces dans cette région. Africanus, qui est l'espèce type d'Australopithecus. On a aussi Australopithecus sediba, qui est lui beaucoup plus récent, que vous pouvez voir, qui est daté de 2 millions d'années, donc c'est l'espèce la plus récente d'Australopithecus. Et enfin Australopithecus prometheus, qui lui serait plus ancien et donc daté de 3,7 millions d'années, en lien avec la découverte de Littlefoot. Donc si on résume, on a jusqu'à 8 espèces d'Australopithecus en Afrique. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'il existait une très forte diversité à cette période et ça pose beaucoup de questions en termes de mécanismes évolutifs
et aussi de changements environnementaux et d'événements de spéciation. C'est-à-dire que si on a jusqu'à 8 espèces, forcément, on va avoir on va dire un environnement, ou en tout cas des conditions qui sont propices à cette forte diversification. Mais en fait, si on y regarde de plus près, dans la littérature, on voit qu'on est encore loin d'un consensus sur toutes ces espèces. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a beaucoup de débats. Et il y a des articles qui suggèrent de réattribuer certains spécimens de ces différentes espèces soit à Africanus, à Afarensis ou à Anamensis. Donc pour citer quelques exemples, par exemple, Barel Ghazali et Deremeda pourraient être réattribués à Afarensis. D'autres auteurs suggèrent aussi de réattribuer Gary à un autre genre, qui serait Paranthropus. Pour Sediba, puisqu'on a des caractères qui font très humains, certains pensent qu'il faudrait en fait le réattribuer également au genre Homo. Et enfin, pour Prometheus, peut-être que ce serait tout simplement des spécimens d'Africanus. Donc en fait, cette diapo, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a beaucoup de questions sur cette diversité. Est-ce qu'elle était réelle ou pas, ou c'est juste un artefact? Et si on veut comprendre les origines de l'humanité et trouver notre ancêtre direct, il faut s'intéresser à cette question de diversité et essayer d'y voir un peu plus clair. Donc pour traiter cette question de diversité taxinomique, j'ai choisi de vous présenter plus particulièrement les assemblages d'Afrique australe, pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord pour des raisons historiques, parce qu'en fait c'est en Afrique du Sud qu'on a retrouvé le tout premier spécimen fossile qui a été décrit comme étant Australopithecus, et même de l'espèce Australopithecus africanus. Donc comme l'a dit Laurent, il s'agit de l'enfant de Tang, qui a été publié par Raymond Dart en 1925. Et cette découverte, elle est majeure non seulement en paléanthropologie, parce qu'on en apprend plus sur nos ancêtres, mais aussi du point de vue de l'histoire des sciences, puisqu'à cette période, à cette époque, on cherchait plutôt une origine humaine du côté européen, voire asiatique, mais pas africain. Or, Darwin avait déjà suggéré dans ses écrits qu'il existe des similitudes morphologiques entre les grands singes africains et les humains actuels, et que peut-être les origines humaines, on devrait les chercher plutôt en Afrique. Donc avec l'enfant de Tang, on a la première preuve tangible d'une origine africaine du genre humain. Et l'Afrique du Sud, donc, comme je dis, a joué un rôle historiquement en paléanthropologie, donc avec cette découverte, mais même également actuellement, voire même pour le futur, puisqu'il existe encore de nombreuses activités, notamment des workshops qui sont organisés toujours à Tang, là où était retrouvé l'enfant de Tang, pour donc essayer de parler de toutes ces découvertes aux plus jeunes générations. Et notamment, ces activités sont organisées par Myriam Tawane, que vous pouvez voir sur cette photo, qui est conservatrice au Ditsong Museum à Pretoria. Donc elle est en charge d'une des plus grandes collections au monde d'hominines, où repose Mrs. Place. Et elle est née à Tang, donc tout près du site où a été découvert ce fossile. Et donc aujourd'hui, elle cherche elle essaie aussi de perpétrer, en tout cas de faire connaître mieux cette découverte aux habitants de cette région de Tang. Donc comme l'a dit Laurent, le berceau de l'humanité en Afrique du Sud regroupe différents sites et beaucoup de sites à Australopithecus. Donc on a le site de Malapa où a été retrouvé Australopithecus sediba, mais on a aussi Sterkfontein, donc on va en parler un peu plus précisément dans cet exposé. Et au-delà de cette région géographique, on retrouve aussi non loin le site de Tang et Makapansrat. Et donc, comme je vous le disais, Sterkfontein, on va s'y intéresser de plus près pour différentes raisons. Donc, tout d'abord parce qu'il y a de nombreux restes. Donc, on est à plus de 800 restes d'hominines, tous attribués à Australopithecus, qui proviennent donc de ce site de Sterkfontein. Et les restes fossiles sont très bien conservés. Donc, on a l'exemple de Littlefoot, mais aussi Mrs. Place, qui a été longtemps le crâne le mieux préservé pour Australopithecus africanus. Et on a également une grande séquence, en tout cas on a plusieurs dépôts qui documentent plusieurs périodes de l'évolution humaine. Donc il y a le membre 2 où a été découvert Littlefoot, daté à 3,7 millions d'années. Mais on a également ce membre 4 dont Laurent vous a parlé, qui est daté maintenant de 3,5-3,4 millions d'années. Et ce membre 4, il est très riche. On trouve énormément de fossiles qui sont attribués à Australopithecus, donc dont Mrs. Place. Donc le membre 5, lui, est plus récent et va plutôt documenter Paranthropus homo, mais on n'a pas d'Australopithecus.
Et il existe également des localités souterraines à Sterkfontein, donc qui ne sont pas exposées en surface, et c'est le cas notamment de la grotte de Jakovec, qui est datée 3,6 millions d'années et qui a aussi livré plusieurs restes d'Australopithecus, à la fois crâniens et post-crâniens. Donc Sterkfontein, c'est un peu l'endroit idéal pour étudier Australopithecus en Afrique du Sud. Et plus particulièrement, dans ce membre 4 qui est très riche, on va trouver beaucoup de restes qui documentent plusieurs parties du squelette. Donc on a du crânien, du dentaire et du post-crânien. Et ça va nous permettre d'avoir une assez bonne idée de la variation morphologique d'Australopithecus à cette époque. Et en fait, ce qu'on observe dans cet assemblage, c'est qu'il existe des caractères qui vont varier d'un individu à l'autre, d'un spécimen à l'autre. Et on observe certains spécimens avec des caractères beaucoup plus humains, d'autres qui font un peu penser un peu plus aux paranthropes, et encore d'autres qui sont plus chimpanzés. Et en fait, ces variations morphologiques, elles posent question, parce tous ces spécimens sont attribués à Australopithecus. Mais alors pourquoi on observe une telle variation morphologique et comment on l'interprète ? Et cette variation, elle a été décrite dès les toutes premières découvertes, puisque donc en 1925, on a la publication de l'enfant de Tang et donc la description de l'espèce Australopithecus africanus. Et dès les années 30, Robert Broom, qui va travailler lui à Sterkfontein, va étudier les restes et va se rendre compte qu'il y a des différences avec l'enfant de Tang et qu'il faudrait donc créer un nouveau genre et une nouvelle espèce pour réattribuer ces spécimens de Sterkfontein. Et il va proposer le genre et l'espèce Plesioanthropus transvalensis. Ensuite, dans les années 40, Raymond Dart va travailler, lui, à Makapansrat, mettre au jour de nouveaux restes, et créer une nouvelle espèce, qui sera Australopithecus prometheus, donc différente d'Africanus. Ensuite, dans les années 50, on voit une tendance plus inverse, avec une réattribution proposée par John Robinson de tous les restes sud-africains à une seule espèce, qui serait Australopithecus africanus. Mais malgré cette réattribution, donc on va avoir pendant longtemps une tendance, ce consensus sur le fait qu'en Afrique du Sud, on n'a qu'une seule espèce, Australopithecus africanus. En fait, les auteurs vont toujours mettre le doigt sur cette variation. Dans les publications, on revoit ce mot qui revient sans cesse. Et notamment, j'aime beaucoup cette publication de Lecoud et Tobias qui décrivent à Sterkfontein des groupes, ce qu'ils vont appeler des morphogroupes. Donc ils ne vont pas jusqu'à l'espèce, mais ils nous disent, voilà, on pourrait reclasser ces spécimens en deux groupes. Et ils parlent de polymorphisme. Et en parallèle, donc Ron Clark travaille à Sterkfontein, notamment sur Littlefoot, et lui va suggérer la présence d'une deuxième espèce. Et il propose de réutiliser l'espèce qui a été décrite par Raymond Dart, qui serait Australopithecus prometheus. Donc là, l'hypothèse de Ron Clark est la suivante. Lui, il parle d'une diversité taxonomique à Sterkfontein, et ce qui est très intéressant, c'est que dans son hypothèse, il ne parle pas seulement de deux espèces qui se suivent, mais de deux espèces qui auraient coexisté, puisqu'il propose la présence de Prometheus dans le membre 2, mais aussi dans le membre 4, où on aurait aussi Africanus. Donc là, on parle vraiment d'une vraie diversité, finalement, taxinomique, avec deux espèces qui coexistent, qui habitaient au même endroit, au même moment. Mais en réalité, cette variation morphologique, elle peut être interprétée de plein de façons différentes. Puisque la diversité taxonomique, c'est une des hypothèses. Mais en fait, cette variation morphologique, elle pourrait être liée à d'autres facteurs, et des facteurs qu'on appelle intraspécifiques, c'est-à-dire des variations qui sont liées justement seulement à des différences entre les individus, mais qui appartiennent tous à la même espèce. Et ces variations, elles pourraient être de différentes natures. Par exemple, de dimorphisme sexuel, donc les différences mâles et femelles qui sont plus ou moins exprimées entre les différentes espèces de primates. On peut aussi avoir des différences qui sont liées à la présence d'individus immatures et matures, c'est-à-dire que les individus plus jeunes n'auraient pas encore exprimé leur caractère mature, donc forcément, ils ont des différences marquées avec les individus adultes. La présence de pathologies, la présence aussi de variants géographiques, c'est-à-dire des spécimens qui proviennent de différents endroits, mais là, par exemple, typiquement pour Sterkfontein, ce facteur-là n'intervient pas. Et enfin, la variable temps, parce qu'en fait, on a rarement des instantanés dans les assemblages fossiles. Les spécimens, ils vont provenir de différentes périodes temporelles, et donc forcément, on peut s'attendre à des différences parce qu'il peut s'écouler entre deux spécimens peut-être plusieurs centaines de milliers d'années. Alors comment y voir plus clair avec tous ces facteurs et finalement comment essayer de mieux comprendre cette variation morphologique ?
Donc au tout début de mes recherches, j'étais loin de m'intéresser à ces questions de diversité taxonomique. Ce qui m'intéressait plutôt, c'était l'évolution biologique au sein des hominines, et notamment l'évolution du cerveau. Mais en commençant à travailler sur les échantillons sud-africains, je me suis aperçue que j'allais forcément être confrontée à ce problème de variation morphologique et qu'il fallait trouver un moyen de les interpréter, ou en tout cas de les étudier. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cette question. Et en Afrique du Sud, juste pour montrer quelques images, c'est l'endroit où il faut être quand on étudie cette période-là, parce qu'il y a beaucoup de restes fossiles. Mais pas seulement en fait, des collections, on a aussi des experts dans plein de disciplines différentes, et aussi des infrastructures, en tout cas des plateformes techniques. Par exemple, on retrouve des microscanners c'est-à-dire qu'on peut utiliser des scanners très performants pour scanner les fossiles. Et juste pour vous donner une idée, on a l'université de Witwatersrand, vous avez les collections, et la porte à côté donne accès à ce scanner-là. Donc forcément, ça donne lieu à beaucoup de collaborations qui sont très fructueuses. Et j'en profite aussi pour évoquer cette coopération France-Afrique du Sud qui existe depuis de nombreuses années. Et je pense que la plupart des intervenants français aujourd'hui en font partie. Et j'ai eu la chance moi-même d'en profiter et actuellement d'y contribuer à mon échelle. Alors l'idée de ce projet, donc au tout début de mes recherches en Afrique du Sud, on avait décidé d'étudier, donc en tout cas d'utiliser ces nouveaux outils d'imagerie pour essayer de revoir le matériel et accéder à des caractères qu'on va dire internes, c'est-à-dire des caractères cachés. Pas seulement se baser sur la morphologie externe qu'on peut voir à l'œil nu, mais essayer d'aller chercher des indices un peu plus loin. Et ces indices qui pourraient nous donner des informations sur ces problèmes taxinomiques. Donc pour vous donner une idée du protocole, donc on utilise des scanners, plutôt des microscanners, c'est-à-dire des scanners plus puissants, en tout cas au niveau des dosages de rayons X que ce qu'on peut trouver dans les hôpitaux. Et ces scanners, ils vont fournir des images, des piles d'images, comme vous pouvez voir ici, avec une épaisseur de coupe qui est de l'ordre, pour un crâne de ce type-là, d'environ 100 microns. Donc on est à des résolutions beaucoup plus hautes que ce qu'on peut trouver en imagerie médicale, où là, on est plutôt de l'ordre de plusieurs millimètres. Et avec ces coupes, on va pouvoir accéder aux structures internes sans endommager le spécimen, puisque là, on est dans l'ordre du virtuel. En combinant ces coupes, on peut reproduire, en tout cas reconstituer le spécimen en 3D et extraire les régions d'intérêt qu'on souhaite étudier, donc ici, par exemple, le cerveau. Donc avec ces outils-là, je me suis intéressée à différents caractères du crâne et du post-crânien également. Et je vais les traiter très brièvement en deux catégories et vous donner un résumé des résultats qu'on a pu en retirer et les interprétations qu'on en a fait. Alors pour commencer, l'endocrâne, le cerveau et la boîte crânienne, donc c'est-à-dire le contenu et contenant. Vous allez voir un peu pourquoi, qu'est-ce qui a guidé ces choix et aussi pourquoi j'ai créé ces deux catégories. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc tout d'abord, le cerveau. Donc, dans le registre fossile, le cerveau il est rarement fossilisé. Donc on va devoir trouver un autre moyen pour étudier ce cerveau. Et ce qu'on peut faire, c'est étudier, en tout cas isoler virtuellement les empreintes du cerveau qui sont laissées qui sont préservées sur la surface interne de la boîte crânienne. Donc quand le cerveau grandit, on a une proximité entre le cerveau et la boîte crânienne, et cette proximité va conduire à la formation d'empreintes qui sont aussi préservées sur les crânes fossiles. Et ces empreintes, on va pouvoir ensuite les étudier et les décrire. Et en fait, dès les premiers travaux en paléanthropologie, on a déjà des personnes qui vont s'y intéresser, qui vont utiliser ces caractères pour différencier les espèces. Donc, à partir de ces travaux, j'ai essayé de voir si on pouvait également les étudier dans le matériel sud-africain, et notamment à Sterkfontein. Donc, comme je vous le disais, Sterkfontein, c'est un échantillon parfait quand on traite de la question de la variation, parce qu'on a un seul site avec une longue séquence. Et en comparant les différents endocrânes, ce qu'on appelle endocrânes, donc ces cerveaux reconstitués, on a dans le membre 2 et dans le membre 4 des schémas qui sont très homogènes. Donc on a un cerveau à cette période-là qui reste encore ce qu'on appelle très primitif, dans le sens où cette organisation, elle est très différente de ce qu'on observe chez l'humain actuel. Ensuite, j'ai voulu aussi voir ce qu'on pouvait en tirer du point de vue de la vascularisation. Voilà, parce qu'il y a aussi des empreintes qui sont laissées par les réseaux vasculaires du cerveau. Et ces empreintes nous donnent accès au réseau ménager moyen.
Et idem, on a aussi des travaux qui sont relativement anciens qui proposent d'utiliser ces empreintes comme des outils diagnostiques en fait, pour identifier les espèces. Donc moi, ce que j'ai pu voir à Sterkfontein, c'est que, quel que soit donc, le niveau stratigraphique, on a encore une fois un schéma qui se répète, avec des variations qui sont très proches de ce qu'on observe chez les humains actuels, donc chez Homo sapiens. Donc on n'a pas un signal fort d'une variation morphologique qui serait inexplicable autrement qu'une diversité taxinomique. La vascularisation du cerveau, on peut aussi y accéder via un autre moyen, pas en utilisant l'endocrâne, mais en regardant les ouvertures au niveau de la base de crâne, où passer les artères qui vont amener le sang au cerveau. Donc ça, on a eu de la chance parce qu'à Sterkfontein, encore une fois, le matériel est bien préservé. Et ces ouvertures, on peut les mesurer leur aire. Et j'ai pu faire ça pour un certain nombre de spécimens. Et on voit bien, encore une fois, qu'il n'y a pas une diversité, en tout cas une variation très très forte qui pousserait à nous interroger sur la présence de plusieurs espèces. Alors maintenant, pour ce qui concerne la boîte crânienne, donc le contenant, là, je me suis intéressée plutôt à l'épaisseur du crâne, parce que pour des groupes, par exemple des espèces comme Homo erectus, c'est aussi un caractère qui a été beaucoup utilisé pour identifier cette espèce-là. Donc j'ai voulu voir si on pouvait en retirer la même information avec le matériel sud-africain. Donc là, vous voyez en couleur la carte de distribution d'épaisseur, et on voit qu'on a un schéma qui est le même chez tous les spécimens, un renforcement au niveau frontal et au niveau des bosses pariétales. Et si on regarde de plus près à la composition de l'os, que vous voyez ici en coupe, on a encore une fois un même schéma, une couche spongieuse qui est fortement développée et des couches d'os compacts autour qui sont beaucoup plus fins. Pour ce qui est de l'épaisseur en elle-même, là encore une fois, nous avons pu faire des mesures et on a des gammes de variations qui sont relativement attendues au sein d'une seule et même espèce. Donc là, on va passer à la deuxième catégorie de caractères. Ce sont des caractères qui portent une information fonctionnelle. Donc c'est pour ça que je les ai groupés ensemble. Vous avez l'oreille interne, qui est l'organe de l'équilibre, et qui va donc nous donner des informations sur les mouvements de la tête et l'orientation dans l'espace. Et aussi la première vertèbre cervicale, que vous voyez ici, qui est l'atlas, qui est aussi impliquée dans les mouvements de la tête. Donc en fait, ces deux structures, elles me permettent de discuter des répertoires des mouvements de la tête et donc finalement aussi, dans une certaine mesure, des répertoires posturo-locomoteurs, donc la locomotion, comment se déplacer les hominines à cette époque. Donc regardons ensemble la variation de ces caractères. Alors là, j'ai eu assez de spécimens, pas mal de spécimens à étudier parce que l'oreille interne se situe dans l'os temporal et c'est un os qu'on retrouve relativement souvent dans les assemblages fossiles. Et là, j'ai vu une situation qui était assez différente des autres caractères. On commence à voir se dessiner deux groupes, avec un groupe qui porte des caractères plutôt humains et d'autres plutôt chimpanzés, donc plutôt ancestraux. Donc ça, c'était un premier signal qui était assez inattendu. Et quand on regarde la première vertèbre cervicale, donc l'atlas, on retrouve un résultat assez similaire. Donc là, vous en conviendrez, on a un échantillon relativement limité puisqu'on avait deux atlas qui étaient préservés à Sterkfontein. Mais on peut quand même voir des différences, notamment au niveau des surfaces articulaires et de leur creusement, qui sont impliqués donc, dans ces mouvements de la tête. Et là, entre le membre 2 et le membre 4, donc le membre 2, il s'agissait de Littlefoot, on voit des différences morphologiques qui nous laissent à penser que les mouvements étaient différents et que notamment dans le membre 2, on a beaucoup plus de mouvements qui laisseraient à penser davantage d'activité dans les arbres par rapport au membre 4. Donc si on résume, dans un même échantillon, on a traité différents caractères et en fait on a deux grands résultats qui sont plutôt contradictoires. Donc comment faire et comment aller plus loin? Donc là, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble 4 pistes possibles à explorer dans le futur pour essayer de résoudre, en tout cas d'avoir de nouvelles données qui pourraient nous permettre de mieux comprendre cette diversité taxinomique. Donc pour l'aspect fonctionnel, comme je le disais, avec cette deuxième catégorie de caractères, ce qui semble ressortir, c'est potentiellement des répertoires posturo-locomoteurs qui seraient différents au sein du même échantillon. Donc si on arrive à confirmer ce résultat, qu'il y a effectivement différents répertoires posturo-locomoteurs, on pourrait alors penser qu'il y aurait en tout cas dans un même assemblage,
plusieurs groupes d'hominines qui auraient des comportements différents, qui se déplaceraient de façon différente dans l'environnement et qui l'exploiteraient de façon différente aussi. C'est-à-dire que potentiellement, ils avaient accès à différentes ressources. Et alors, pourquoi pas, on pourrait imaginer qu'ils occupaient des niches écologiques différentes. Et dans ce cas-là, on pourrait même aller jusqu'à parler de plusieurs espèces, si on utilise une définition écologique. Mais pour confirmer cette hypothèse, il faudrait à la fois regarder de plus près le reste du squelette et voir si effectivement on a différents modes locomoteurs, et également intégrer dans ces scénarios-là des données environnementales, donc tout ce qui peut concerner isotopes ou paléobotanie, pour essayer de voir si dans cet environnement on a fait effectivement plusieurs niches écologiques disponibles. Deuxième possibilité, essayer de voir, d'avoir une comparaison avec un autre groupe, et notamment un autre groupe de primates, et on a de la chance en Afrique du Sud, mais c'est aussi vrai en Afrique de l'Est. À l'époque d'Australopithecus, on a d'autres primates, ce sont les cercopithècidés, à laquelle appartiennent, on a des groupes comme les babouins et les macaques actuels qui font partie des cercopithècidés. Et ils sont très nombreux, on les retrouve de façon assez abondante en Afrique du Sud, et notamment dans ce fameux membre 4. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a exactement les mêmes débats sur les cercopithècidés au niveau de la diversité taxinomique. Puisque par exemple, dans le membre 4, on a possiblement ces 3 espèces qui diffèrent seulement en termes de taille. Et on a beaucoup de discussions encore actuellement pour savoir si ces 3 espèces existaient vraiment, ou en fait, peut-être qu'on en aurait peut-être que 2, peut-être qu'une seule. Donc si on arrivait à comparer, à étudier de façon simultanée ces 2 groupes de primates, les hominines et les cercopithècidés, on pourrait voir si le signal est cohérent, si on observe également la diversité taxinomique des 2 côtés ou pas. Et en fait, pourquoi cette comparaison est intéressante? Parce que, comme l'a dit Jean-Renaud ce matin, on a des phénomènes de spéciation à certains moments de notre histoire qui sont aussi liés au changement dans l'environnement. Donc on pourrait s'attendre, ou en tout cas on peut présupposer que ces 2 groupes de primates qui ont vécu dans le même environnement, ils ont été confrontés au même changement. Donc on pourrait voir s'ils ont mis en place les mêmes stratégies et pourquoi pas voir si on a effectivement des phénomènes de spéciation dans ces 2 groupes-là. Troisième piste, que moi je pense peut-être même que c'est celle qu'il faudrait privilégier, c'est la piste des changements diachroniques, c'est-à-dire du temps, du facteur temps qui joue sur cette variation. Et notamment explorer la possibilité d'une seule et même lignée, en fait, une seule et même espèce qui évolue dans le temps. Et dans ce cas-là, on n'a pas de rupture nette et pas de phénomène de spéciation. C'est-à-dire qu'à Sterfontaine, peut-être qu'on n'aurait pas Africanus et Prometheus, mais une seule et même lignée qui évolue. Et cette hypothèse-là, elle a été déjà développée et étudiée en Afrique de l'Est pour Anamensis et Afarensis. Et moi, je trouvais ça intéressant de la transposer au niveau de Sterkfontein parce que, par exemple, dans le membre 4, on a presque 600 000 ans en fait, qui s'écoulent dans ces dépôts. Donc on peut s'attendre à voir des changements qui sont liés simplement à l'évolution d'une espèce et pas forcément à la diversité taxinomique. Et enfin, la dernière piste, mais ça je pense que vous allez l'entendre beaucoup dans ces 2 journées de conférence, simplement avoir plus de fossiles. Essayer de voir un peu plus aussi dans les régions, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, des régions d'Afrique qui sont un peu moins explorées, un peu moins fouillées. Donc on a eu des bons exemples avec le Tchad, mais il y a aussi toutes ces zones entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Donc ça, c'est ce que Laurent développe actuellement, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe par exemple au niveau du Botswana. Il y a déjà eu des publications, par exemple au Malawi, pas de l'Australopithecus, mais potentiellement Homo et Paranthropus, mais pourquoi pas avoir plus de données dans ces régions-là. Et il y a bien sûr la Namibie, donc, comme en a parlé Brigitte Senu tout à l'heure, parce que la Namibie, alors là c'est une photo des collections, mais là on est plutôt sur du Miocène, mais c'était juste pour vous illustrer en fait, la richesse de la Namibie en termes de gisements et potentiellement aussi des gisements pliopléistocènes, c'est-à-dire cette période qui nous intéresse pour essayer de chercher un peu les origines humaines. Voilà, j'espère dans un futur proche pouvoir vous en parler un peu plus. Et ce sera tout pour moi. Je tiens à remercier donc vous tous de m'avoir écouté, tous mes collaborateurs et également toutes les institutions qui nous ont financés pour ces différents travaux. Et terminer aussi en rendant hommage à Yves Coppens. Donc moi, malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Mais il a quand même beaucoup influencé mes choix de carrière, parce que quand j'étais plus jeune, forcément, j'ai lu ses livres avec attention, je l'ai écouté à la radio.
Et je pense qu'il n'est pas tout à fait étranger à mes choix professionnels et au fait de devenir paléontologue à mon tour. Donc pour toutes ces raisons et aussi pour tout son travail, donc je tiens à le remercier, à lui rendre hommage aujourd'hui. Je vous remercie.